Bon, je pense que la majorité des gens qui devaient assister au webinaire sont là, donc on va commencer. Je vais d'abord me présenter. Donc, je m'appelle Sophie, je suis Project Manager pour la SBL Impact. Bienvenue à ce deuxième webinaire organisé dans le cadre du projet IOPS. Il est consacré à l'intégration des données dans les MobiPoints. Donc, on a déjà réalisé un premier webinaire en anglais, jeudi dernier, et on a choisi d'en faire un deuxième en français cette fois, pour nos partenaires francophones. Donc, bienvenue à vous tous. Le but de ce webinaire, c'est d'expliquer de façon simple deux standards qui permettent d'uniformiser le partage de données entre les acteurs de terrain. Donc, ces deux standards sont le CDSM et le TOMP API. Alors d'abord, quelques petites informations pratiques. Donc, vos micros ont été désactivés automatiquement pendant les présentations, mais vous pourrez bien entendu intervenir pendant les questions-réponses à la fin du webinaire. N'hésitez pas à laisser votre caméra allumée aussi, parce que c'est toujours agréable de voir des visages plutôt que des écrans noirs, surtout pour le moment. Autre information pratique, la séance est enregistrée et donc on vous enverra un replay par après. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. On y répondra à la fin du webinaire. Sachez déjà que il y aura un de mes collègues qui fera la traduction parce que les personnes qui répondront aux questions-réponses ne parlent pas français. Mais voilà, on s'arrangera au mieux pour vous faire comprendre tout ça. Donc, je vais commencer par une petite présentation de Impact, la SBL qui organise ce webinaire. Donc, Impact est une SBL active dans la mobilité partagée depuis plus de 45 ans. La SBL s'appelait Taxistop et a changé de nom cette année. Donc, il y a un nouveau nom, mais les valeurs sont toujours là. Le but de la SBL, c'est de faire plus avec moins. Donc, quand on veut dire plus, c'est plus de partage, de contact, de cohésion sociale, d'espaces verts, d'alternatives de transport aussi, un accès à la mobilité pour tous. Et on veut faire tout ça avec moins de pollution, de CO2, de voitures, de ressources utilisées. La SBL repose en fait sur 3 piliers. Donc, le premier, c'est les solutions. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment créer des solutions concrètes à des problèmes de mobilité. Et c'est pour ça qu'on lance nos propres services de mobilité, comme Carpool, qui est une plateforme de covoiturage, ou Cozy Wheels, ce sont des véhicules partagés entre voisins, Mobitwin, du transport social à la demande. Donc, on crée vraiment des solutions pour tous qui sont inclusives et qui sont disponibles partout en Belgique pour permettre une mobilité plus efficace. Le deuxième pilier, c'est l'innovation. On n'a pas peur de rêver, de se lancer dans de nouveaux projets et de se lancer dans la mobilité du futur. Donc, on est toujours à la recherche de partenaires pour développer de nouvelles solutions et pour aller encore plus loin dans la mobilité partagée. Et le troisième pilier, qui est aussi très important, c'est celui de la sensibilisation. Donc, au final, notre but, c'est finalement quand même de sensibiliser les politiques, mais aussi le grand public à la mobilité partagée. Donc, en organisant, par exemple, des événements comme Shared Mobility Rocks ou encore les Impact Sessions, en plus de nos services. Et on veut que tout ça, ça soit évidemment accessible à tout le monde en Belgique. C'est pourquoi on a 3 bureaux, un en Flandre, à Gand, un bureau à Bruxelles, mais aussi un bureau en Wallonie, à Gembloux. Donc, le programme du webinaire d'aujourd'hui, je vais tout d'abord commencer par une petite présentation du projet IOPS, mais ensuite, on va rapidement rentrer dans le vif du sujet. Donc, il y aura une présentation du standard CDSM par Slaven, mon collègue Slaven, et Gemma Skeppers de la ville d'Amsterdam sera là pour répondre à vos questions par rapport à ce standard en fin de présentation. Ensuite, ma collègue Justine présentera le standard TOMP API et Chal Groen, aussi de Impact, sera là pour répondre à vos questions en fin de webinaire. Et donc ensuite, comme je vous l'ai dit, on aura une séance de questions-réponses. Alors, le projet IOPS, donc ce webinaire est organisé dans le cadre de ce projet-là, et ce projet est financé par le programme Interreg Northwest Europe, dont le partenaire principal est la ville d'Amsterdam. L'idée derrière le projet, c'est de fournir une offre de services de mobilité partagée électrique et de haute qualité pour essayer de dissuader les citoyens d'avoir une voiture personnelle. Parce que le but, in fine, c'est d'arriver à des villes plus propres, plus viables et plus agréables. Les hubs, évidemment, ils doivent être adaptés au contexte local et connecter un maximum au transport public. Mais la taille d'un hub peut évidemment varier. Ça peut aller de la grande gare régionale à un petit hub de quartier.
Donc, après un déploiement des IOPS dans des premières villes partenaires, c'est au tour de nouvelles régions de participer au développement des IOPS. Et donc, à côté d'Inverness en Écosse ou de Dublin en Irlande, la Wallonie a été choisie comme région pilote. Et donc, avec l'autorité organisatrice du transport, Impact accompagne 5 villes et communes dans le déploiement de IOPS sur leur territoire. Et donc, ces villes, elles se situent le long de la ligne de l'axe ferroviaire Namur, Ottigny, Leuven. Et donc, les villes pilotes sont Namur, La Bruyère, Gembloux, Ottigny-Louvain-la-Neuve et Wavre. Et donc maintenant, je vais vous parler un peu plus concrètement de ce que c'est finalement un e-hub. Donc les e-hubs, ce sont des nœuds multimodaux, des mobipoints électriques qui rassemblent des vélos électriques, des vélos cargo électriques, des trottinettes ou des voitures électriques. Et donc, ce nœud multimodal permet d'offrir aux usagers des options de mobilité à expérimenter et à pouvoir utiliser en fonction des situations. Derrière tout ça, évidemment, il y a une grande partie digitale parce qu'il faut pouvoir permettre d'intégrer les données de tous les opérateurs, que ce soit les villes, les opérateurs de mobilité, les fournisseurs de services mass, en partageant directement les données dans les IOPS. Donc, les disponibilités des voitures partagées, les heures de départ, de bus, de train. Et donc, le projet IOPS propose 2 nouveaux standards pour uniformiser le partage de ces données entre les acteurs. Et donc, ces 2 standards, c'est le CDSM et le TOMP API. Donc maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Slaven, qui va vous présenter le standard CDSM, qui est développé par la ville d'Amsterdam. Et donc voilà, comme je vous l'ai déjà dit, Gemma Skeppers de la ville d'Amsterdam devrait pouvoir répondre à vos questions par la suite. Slaven. Merci Sophie. Donc, comme l'a dit Sophie, je ne suis pas Gemma Skeppers, donc pas l'expert du CDSM, le standard que je vais vous présenter. Donc, n'hésitez pas d'ores et déjà à poser des questions s'il y a des éclaircissements à recevoir sur la présentation. Donc, CDSM pour City Data Standard Mobility. C'est un projet de la ville, mené par la ville d'Amsterdam depuis près de 2 ans. Et donc, l'objectif, c'est de fournir un standard pour les villes et les opérateurs de mobilité, comme on va le voir au fur et à mesure de la présentation. Et donc, depuis près de 2 ans, l'équipe en a vraiment beaucoup appris sur les aspects techniques, mais aussi sur tout ce qui est mise en œuvre avec les autorités locales et les opérateurs. Et donc, comme on le verra dans la présentation, il y a une très grande partie dédiée à tout ce qui est protection de la vie privée. Comment ce projet est né? En fait, ça part de la stratégie Smart Cities aux Pays-Bas qui est le fruit d'une réflexion avec énormément d'acteurs. Et une des problématiques qui revenait très souvent, c'est la mobilité. Une des principales considérations, ça a été la mobilité. Donc ça, c'est une des premières choses qui a motivé l'équipe. Et puis, une des deuxièmes choses, c'est tout l'aspect mobilité intelligente et le fait qu'il y ait une vague de digitalisation dans la mobilité et l'apparition de nouveaux concepts autour de la mobilité, comme par exemple le MaaS, donc MaaS pour Mobility as a Service, mobilité comme service, et donc le MaaS, c'est quoi? Ça sera aussi expliqué dans la seconde présentation. C'est la possibilité d'offrir un service de mobilité unique, donc un abonnement unique ou une application unique pour tous les services de mobilité. Donc par exemple, pour faire la navette domicile-travail, on aura accès via la même application au train, au bus, à la trottinette pour faire le last mile, et le dimanche, pour aller rendre visite à sa grand-mère, on pourra avoir une voiture partagée directement via l'application. Donc comme on le voit sur le triangle, le schéma ici, il y a tout un écosystème dans le MaaS, et le CDSM, donc le standard dont on va parler aujourd'hui, l'objectif c'est uniquement de régir la relation entre les autorités locales et les opérateurs de mobilité partagée. Et on le verra, le TOMP API, c'est une autre relation de ce triangle. Donc le CDSM, il faut vraiment le replacer dans un écosystème complet, et c'est seulement une petite composante de cet écosystème. Donc cet écosystème MaaS, il regorge de standards, et le but, c'est pas de créer un nouveau standard,
mais d'avoir un standard spécifique, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que malgré tous ces différents standards qui sont sur le marché européen, aucun standard ne convient à tous les cas d'utilisation. Donc, par exemple, si l'opérateur ou la ville veut savoir où sont garés les véhicules, ben, elle ne pourra pas utiliser n'importe quel standard, ou elle devra combiner plusieurs standards différents. Mais là, la plus-value, c'est que la ville d'Amsterdam et ses partenaires veulent offrir un standard vraiment éthique, transparent et qui répond à toutes les normes de sécurité, pas que les données des citoyens ne soient abusées. Donc ça, c'est vraiment une composante importante du projet. Donc, la première composante, c'est tout l'aspect technique, tout l'aspect API, mais le second aspect qui est même le plus important, c'est la convention. Donc, c'est un accord entre toutes les parties qui vont coopérer et suivre des étapes bien précises avant d'arriver à l'échange de données. Et cette convention, elle va poser toute une série de questions. Quelle gouvernance, à qui vont appartenir les données, et elle pose toute une série de questions éthiques. Et donc, c'est vraiment une marche à suivre, une méthode, mais aussi un accord entre les parties. Et le but, c'est de proposer ce schéma au niveau européen à toutes les villes européennes. Et actuellement, c'est vraiment la phase recherche et développement du CIDSM. Et on voit que les projets pilotes commencent au fur et à mesure, mais que ça prend énormément de temps et de ressources pour lancer les projets pilotes. Donc, c'est tout l'intérêt de la phase de recherche et développement actuelle qui va permettre de fournir quelque chose de clé en main à toutes les villes qui voudront embrayer avec ce système et qui n'ont pas forcément les ressources en temps et en personnel pour développer un tel standard avec des ressources limitées. Donc, le but, c'est vraiment d'offrir quelque chose conforme aux règles du RGPD sans que les villes, pour ne pas que les villes développent leur propre système de manière pas toujours appropriée. Le CIDSM, pour les opérateurs de mobilité, ça signifie que vu que le standard sera disponible dans beaucoup de villes, que les opérateurs pourront vite se déployer dans plusieurs villes et vite s'étendre, ce qui n'est pas forcément le cas actuellement, qui est beaucoup plus difficile. Et pour les villes, ça va permettre d'échanger les données entre elles, de comparer et d'avoir un retour d'expérience entre toutes les villes qui utilisent le CIDSM. Donc ça va permettre aussi d'innover dans la conception des politiques publiques et d'adapter plus facilement les politiques publiques également. Donc, plus qu'un standard, comme on va le voir, le CIDSM, c'est vraiment aussi une vision, vraiment toute une démarche basée sur la coopération entre les villes et les opérateurs pour leur donner vraiment les clés pour qu'ils fassent les choses de manière la plus appropriée et la plus respectueuse de toutes les normes qui vont être établies par la suite. Comment est-ce que ça fonctionne, ces standards? En fait, c'est basé sur le côté technique, en fait, c'est basé sur une API pour Application Programming Interface. Et en fait, c'est un code informatique qui est compris par n'importe quelle base de données. Pour vous donner une image, en fait, ça agit comme une prise électrique, comme le lien en fait, entre les deux parties que sont l'opérateur de mobilité et la commune. Donc, ça va vraiment être la prise entre ces deux points d'accès. C'est vraiment l'API qui permet l'interopérabilité et la standardisation. Ça fonctionne avec des requêtes et des réponses. Donc, par exemple, l'autorité locale va émettre, la commune va émettre une requête qui va être envoyée via l'API à l'opérateur de mobilité et qui va ensuite répondre à la requête en autorisant l'accès. Et donc, pour ça, il faut que ce soit les bonnes données qui soient fournies pour que l'API marche. Et bien sûr, ça peut se faire, le transfert de données peut se faire dans les deux sens. Quelles sont les données qu'on va pouvoir communiquer? Donc, concrètement, quelles informations est-ce qu'on va avoir sur le territoire et sur quelles données vont nous être utiles pour les politiques publiques, pour la ville. Donc, on va pouvoir savoir, par exemple, la localisation des véhicules quand ils sont en stand-by, combien de temps ils restent parqués, combien de temps est-ce qu'ils passent à être rechargés, quel est le nombre d'utilisateurs, par exemple, la durée du trajet,
la distance parcourue, la localisation des lieux d'arrivée ou de départ. Et comme on va le voir, c'est chaque fois agrégé par heure et par lieu pour éviter qu'on puisse retracer les utilisateurs. Maintenant, du côté de la convention, comme je l'ai déjà dit, c'est vraiment une démarche à suivre, donc un accord entre les parties et une démarche à suivre, une méthode, dont l'objectif ultime, final, c'est d'arriver à l'échange de données. Mais avant, on va devoir passer par toute une série d'étapes qui sont basées sur les exigences européennes. Donc, on va d'abord avoir une évaluation d'impact, la Data Protection Impact Assessment. Ça c'est déjà établi par le RGPD. Puis, on va avoir un cadre de sécurité, un accord de confidentialité. Et puis, c'est ce qu'on appelle un audit de due diligence qui est fait chez l'opérateur pour vérifier sa robustesse, la robustesse de ses opérations internes pour enfin, après toutes ces étapes, arriver à l'échange de données. Maintenant qu'on sait à quelles données on peut avoir accès, avec les exemples que je vous ai donnés, quelles sont les différentes applications qu'on va pouvoir trouver à ces données, on peut avoir des applications sur 3 aspects, principalement. Donc d'abord sur les politiques publiques et l'adaptation des politiques publiques, on va pouvoir analyser toute une série de choses, donc par exemple la pression sur le stationnement, l'impact du transit et l'impact de la performance du parking, et aussi de manière plus adaptative, on va pouvoir gérer les événements de manière plus dynamique grâce aux données qu'on a à notre disposition. Sous l'aspect planification, on va pouvoir aménager l'espace urbain et l'espace public en fonction de la demande qu'on aura et des tendances qu'on aura analysées grâce à toutes nos données. On va pouvoir aussi développer des voiries de manière spécifique en fonction des modes, en fonction de la fréquentation qu'on aura constatée grâce aux données également. Et puis, on va pouvoir aussi, dernier exemple, placer tout ce qui est zone de parking, zone de recharge, drop-off zones de la manière la plus adéquate possible, grâce à toutes les données qu'on va pouvoir avoir à notre disposition. Et le dernier aspect, qui est assez important pour l'autorité publique, c'est de pouvoir contrôler la mise en application des règles. Donc, vu la connexion directe qu'on va avoir avec l'opérateur, on ne devra plus faire des requêtes par mail, par téléphone ou par différents canaux pour avoir accès à des données, mais on sera en liaison continue avec l'opérateur, ce qui fait qu'on va pouvoir, par exemple, on sait qu'il y a certaines villes qui ont des conventions avec les opérateurs de trottinettes en Wallonie pour établir un nombre de trottinettes maximum et des règles à respecter. Eh bien, grâce au CDSM, on va pouvoir voir que ces règles sont effectivement respectées en temps réel, donc voir si le nombre maximal de véhicules n'est pas dépassé, que la zone de déploiement, donc là où les trottinettes vont pouvoir circuler, est respectée. Et pareil pour toutes les autres conditions toutes les autres conditions qu'on va faire signer par l'opérateur. Donc là, c'est vraiment l'aspect plus contraignant du CDSM qui permet de contrôler que les règles sont effectivement bien respectées, même si c'est en partenariat avec l'opérateur. Donc, avec ces 3 aspects, au niveau de la planification, on va permettre aux villes de mieux comprendre leur espace public pour mieux l'adapter. Pour les opérateurs, on va avoir une prévisibilité aussi. Dès qu'un opérateur veut arriver sur le territoire d'une ville, il va savoir ce qu'il doit faire pour avoir accès au domaine public. Et puis, la ville va pouvoir assurer un haut niveau de service de la part des opérateurs, puisqu'ils sauront qu'ils sont sous la contrainte constante grâce au suivi du CDSM. Au niveau de tout ce qui est vie privée et protection des données, l'équipe qui a développé le CDSM a vraiment constaté qu'en Europe, il y avait pas mal de confusion autour de la question de savoir quel type de données est-ce qu'on pouvait échanger. Certains disaient par exemple que toutes les données des trajets en temps réel, on pouvait les échanger, d'autres disaient l'inverse. Et donc l'équipe de développement a considéré que toutes les données
étaient des données à caractère personnel. Elle allait vraiment au maximum en disant que toutes les données étaient des données à caractère personnel et que pour utiliser des données, il fallait qu'il y ait un haut niveau d'agrégation des données pour être sûr qu'on ne puisse retracer personne et pour être sûr que le niveau de sécurité soit haut en total respect du RGPD. On peut peut-être rappeler les bases du RGPD avec l'article 5 qui énonce 3 principes selon lesquels les données à caractère personnel doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes. Donc ça, c'est la limitation des finalités. Qu'elles doivent être adéquates, pertinentes, limitées à ce qui est strictement nécessaire au regard de ces mêmes finalités. Et donc là, c'est le principe de minimisation des données. Et troisièmement, que ces données, elles vont devoir être conservées de manière très limitée, juste le temps de les agréger et de pouvoir tirer des conclusions de ces données, mais les données à caractère personnel, on va éviter de les conserver. Et au-delà de tout ce qui est RGPD et règlement européen, ce qui a également poussé l'équipe CDSM à avoir un très haut niveau de protection des données, c'est la loi de protection de la vie privée aux Pays-Bas qui est également assez contraignante, et également des affaires qui ont défrayé la chronique aux Pays-Bas, comme par exemple le fait qu'une commune, la commune d'Enschede, est écopée d'une très lourde amende pour avoir utilisé du tracing Wi-Fi sur ses citoyens. Donc ça, c'est un exemple malheureux, mais qui a poussé l'équipe de développement à aller encore plus loin et à proposer le niveau de sécurité maximum. Pourquoi est-ce que l'ambition également de l'équipe CDSM est de mettre en œuvre le CDSM au niveau européen? C'est vraiment pour avoir un cadre légal très fort qui peut être partagé au niveau des villes européennes, d'autant que via une enquête que l'équipe elle-même a fait auprès de nombreuses villes européennes, les villes, en fait, de nombreuses villes sont déjà en train d'échanger des données, mais ne le font peut-être pas de la bonne manière, et donc c'est tout l'intérêt d'apporter le CDSM au niveau européen pour avoir un échange de données plus harmonisé. Si on revient à un niveau plus technique, en fait, au-delà de la convention, tout ce qui a été développé également, ce sont des templates, donc des cas d'utilisation. Et en fait, l'équipe CDSM a produit toute une bibliothèque de cas d'utilisation qui sont passés par toutes les étapes en fait, de développement. Et ça aussi, ça va être partagé via des templates à toutes les villes qui le souhaitent. Là, c'est un diagramme sur le flux de données que je ne pourrais pas vous expliquer, mais là aussi, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à poser la question à Gemma. Également, le cœur du CDSM, c'est un groupe de travail qui est composé d'une diversité d'acteurs, donc avec différentes équipes qui ont contribué au développement du CDSM. Une équipe juridique, technique, gouvernance, une équipe d'analyse, de sécurité, de communication. Et donc, c'est vraiment autour de ce groupe de travail que le CDSM a été développé, en suivant tout un processus dont la finalité était d'arriver à ces cas d'utilisation. En fait. Donc, tout ce processus s'est passé à travers toutes les équipes et le groupe de travail. Et chaque fois, l'objectif final, c'était d'avoir différents cas d'utilisation des cas pratiques qu'on va pouvoir fournir aux villes. Les villes pilotes, ce sont pour l'instant Amsterdam, Utrecht et Eindhoven. Rotterdam aussi également arrive. Donc à Amsterdam, les tests sont en cours sur les trottinettes et scooters partagés. À Utrecht, sur les vélos cargo partagés. Et à Eindhoven, c'est sur les scooters partagés et les e-hubs. Donc les résultats de ce projet pilote seront disponibles en mars. Et là, l'équipe du CDSM va se faire un plaisir de partager tout ça. Et le but après, c'est de réaliser un plan d'action et un vademecum qui pourra être répliqué dans toutes les villes européennes, donc de tirer les premières conclusions et puis de répandre ça
après la phase de recherche et développement qui est en cours. Donc, il ne me reste plus qu'à vous fournir quelques ressources. Euh, et voilà, ça, c'est un premier aperçu du CIDSM. Et encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si des choses n'étaient pas claires ou si elles méritent des éclaircissements de la part de Gemma à la fin de la présentation. Voilà, je vais passer la parole à Justine pour sa présentation sur le TOMP API. Merci Slaven. Alors, je prends le... Et je partage. Voilà. Alors, je vais vite fait me présenter avant de commencer. Donc, je m'appelle Justine Colli. Je suis Project Manager chez Impact depuis juin. Et je travaille sur les MobiPoints dans le cadre du projet IOPS. Donc, ma mission aujourd'hui, c'est de vous présenter le TOMP API dans une version en français du webinaire qui a été donné en anglais le jeudi 9, comme Sophie l'a dit tout à l'heure. Mais comme vous le comprendrez, je ne suis pas spécialiste du TOMP API et c'est pour ça que Tchal est là pour répondre à vos questions à la fin de la séance. Donc, aujourd'hui, on va... Je t'interromps une seconde, mais on ne Oui. voit pas ta présentation. Ah. J'ai vu celle de Slaven. Bah, pourtant, je l'ai partagée. Attends, on va recommencer. Partager. Et on recommence. C'est parfait. Vous avez quoi là? Là, c'est bon? Oui. Ok, parfait. Donc, la première dia n'était pas des plus intéressantes, c'était juste l'accueil. Et donc, aujourd'hui, on va parler d'abord des IOPS, mais comme Sophie l'a déjà expliqué au début, je vais juste faire un petit rappel. Et ensuite, on va parler de pourquoi il est intéressant de normaliser les données. Et ensuite, on parlera je vous parlerai du TOMP API en tant que tel. Donc, les IOPS, comme Sophie l'a dit tout à l'heure, c'est un projet qui a lieu sur le nord-ouest de l'Europe. Le projet initial touche à sa fin, mais il y a des nouvelles régions qui sont jointes au projet. Donc, Dublin, Inverness et la région Wallonne, avec qui on travaille pour mettre en place 15 IOPS dans les 5 villes pilotes dont Sophie a parlé tout à l'heure. Alors, un IOPS, c'est un lieu dans l'espace public où sont rassemblés plusieurs modes de transport électrique, ce qui offre un large éventail de possibilités pour se rendre d'un point A à un point B sans emprunter le mode le plus évident, qui est la voiture privée. Alors pour ça, l'équipe a développé un site web et un kiosque qui sont à destination des utilisateurs, mais aussi un tableau de bord qui lui est à destination des communes. Pour ce qui est du kiosque, il ressemble à ça. Et donc l'idée, c'est qu'ils permettent d'avoir les informations en temps réel sur les transports en commun, des informations sur les voitures, vélos partagés, les trottinettes, etc. Mais aussi sur d'autres services tels que les pompes pour vélos, les stations de rechargement ou autres casiers où vous pouvez aller retirer vos colis, par exemple. Et donc, l'écran a été pensé pour faire en sorte que les personnes en chaise roulante aient accès aux boutons interactifs. Et pour ça, ils ont été placés dans le bas de l'écran tactile. Donc, l'importance des données. Quelques principes clés. On va commencer parce que c'est pour s'assurer qu'on parle tous bien de la même chose. C'est parfois des termes qui sont basiques pour certains, mais il vaut mieux parfois remettre à plat pour être sûr qu'on se comprenne bien. Donc, un mode de mobilité, c'est un moyen de transport, qu'il s'agisse d'un système de transport public traditionnel comme le train ou le bus, ou d'une forme de mobilité partagée, les voitures partagées, du covoiturage, du vélo en libre service, ou même de la micromobilité qui est plus récente, comme les trottinettes électriques ou même les scooters électriques. Donc, quand on parle de mode de mobilité, ça comprend tous ces moyens de transport-là. Ensuite, le MaaS, comme Slaven l'a dit, Mobility as a Service. Il s'agit donc au départ, l'idée était de créer un abonnement à la mobilité, un peu comme un Netflix dans lequel vous payez une cotisation et puis vous utilisez les différents modes de transport pour vous déplacer. Et ce système a évolué vers une application
le plus souvent une application par ville ou région sur laquelle vous pouvez rechercher et réserver différents modes de mobilité. Donc, il n'est pas nécessaire d'acheter des billets auprès de chaque fournisseur. Vous pouvez gérer tous vos achats de transport via l'application MAS. Ensuite, un API, donc Application Programming Interface, c'est une interface de programmation, comme son nom l'indique, qui permet à deux systèmes informatiques de communiquer entre eux et d'échanger des informations. Et enfin, un opérateur de transport ou un fournisseur de mobilité, ce sont les organisations qui gèrent un ou plusieurs modes de mobilité. Donc, à quoi servent les données? Donc, elles aident à prendre des décisions bien fondées. On peut analyser des tendances sur des périodes de temps longues ou courtes grâce à elles. Et elles permettent d'apporter des améliorations ciblées et de suivre les effets de ces améliorations. Donc, si on sait pourquoi quelque chose s'est passé, c'est plus facile à faire, de faire des modifications et des améliorations par après. Et alors, même si vous ne pouvez pas utiliser les données tout de suite, c'est déjà intéressant de les collecter pour pouvoir les utiliser plus tard. Donc, on va parler de pourquoi la standardisation est intéressante. Donc, Tchal, il aime bien comparer la standardisation à un puzzle de 1000 pièces. Ça peut déjà paraître compliqué de faire ça, mais alors imaginez faire un puzzle de 1000 pièces en mettant toutes les pièces à l'envers. Si on n'a pas la standardisation, ça fait un peu le même effet, donc c'est compliqué. Donc, l'idée de la standardisation, c'est que comme toutes les pièces sont différentes et qu'elles ont chacune leur spécificité, on peut après mieux comprendre comment les faire communiquer entre elles via cette standardisation. Et ça fait qu'on passe d'un puzzle à l'envers à quelque chose comme ceci, où peu importe à quel endroit vous vous trouvez sur le plateau de jeu, on va dire, c'est facile de communiquer parce qu'il y a des ponts qui sont faits entre chaque objet. Et alors, même si vous êtes la poupée qui est ici, qui est un duplo au milieu de tous les Lego, grâce à la standardisation, mais vous savez quand même communiquer avec les autres éléments du jeu. Donc, c'est l'idée de l'interface Thumb API dans laquelle on va se plonger juste après. Et donc, pour revenir sur le MAS rapidement, donc dans le domaine, le MAS, on parle de 4 niveaux qui sont utilisés pour définir où on en est dans le développement et vers quoi on va. Donc, dans le bas, vous avez le niveau 0, dans lequel il n'y a pas d'intégration. Il correspond à la situation actuelle où les données sont collectées à des points d'accès nationaux ou locaux et peuvent être consultées par tous ceux qui sont intéressés, avec dans certains cas un accord pour accéder à ces données. C'est déjà un stade très intéressant, mais le but c'est d'aller un peu plus loin. Ensuite, on a le niveau 1, qui est le niveau d'intégration de l'information, avec des planificateurs d'itinéraires comme par exemple Google Maps. Il y a une intégration de l'information qui permet de présenter des solutions multimodales aux voyageurs et de planifier un itinéraire en fonction de ses besoins. Et puis le niveau 2, qui est celui où le Thumb API entre en jeu. Grâce à lui, vous pouvez non seulement chercher une solution multimodale, mais aussi réserver et payer ce dont vous avez besoin pour votre trajet, d'où son nom, Integration of Booking and Payment. Le niveau 3, il concerne l'intégration des contrats et des abonnements. Il permet aux utilisateurs d'acheter des abonnements ou d'autres systèmes de réduction multi-voyage. Et enfin, le niveau 4, c'est l'objectif final, qui inclut des objectifs sociétaux. Les personnes ayant des besoins particuliers peuvent bénéficier d'une réduction, par exemple. Certains modes de transport sont encouragés ou favorisés selon la politique en vigueur, si on veut. Ensuite, au sein du MAS, la standardisation est très importante parce qu'elle aide à accélérer le processus d'intégration des moyens de mobilité. Elle peut faciliter la réglementation des moyens de transport, par exemple en créant, comme l'a dit Slaven tout à l'heure, des drop-off zones pour les trottinettes partagées pour éviter qu'elles soient un peu partout dans la ville. Comme le marché est très varié et que des petits acteurs n'ont pas les mêmes moyens que les multinationales,
cette normalisation elle est très importante. Si la manière dont vous pouvez intégrer votre service local dans le MAS est claire grâce à l'API, c'est plus facile d'y arriver que si vous devez inventer si vous devez trouver par vous-même comment communiquer avec les autres opérateurs. Et donc, le MAS permet à tout le monde de participer, aussi bien les multinationales que les plus petits acteurs locaux. Et alors, ça permet aussi aux villes et communes d'avoir un aperçu de ce dont pourrait être la mobilité sur leur territoire et comment ils peuvent intégrer toutes ces données. Et donc, l'API, on va enfin arriver au sujet qui vous intéresse tous. Donc, l'API est une spécification technique qui permet aux opérateurs de transport et aux fournisseurs de services de communiquer, d'où son nom, TOMP pour Transport Operator and Mass Provider. Donc, il ne s'agit pas d'une application ou de quelque chose que vous pouvez installer et utiliser directement, mais plutôt d'un ensemble de règles qui définissent toutes les étapes nécessaires à la recherche et à la réservation et à l'utilisation d'un mode de mobilité. Donc, ça signifie qu'un opérateur de transport doit offrir son service conformément aux spécifications du TOMP et que le fournisseur de services de mobilité il doit être prêt à communiquer selon le protocole qu'est le TOMP API. Donc, c'est une espèce de langage commun pour que tout le monde puisse se comprendre. Donc, l'API TOMP, il couvre le trajet complet d'un utilisateur, quel que soit le mode de mobilité. Toute l'API est disponible en open source. Même le groupe de travail est ouvert. Donc, si des gens veulent se joindre pour donner un avis ou autre, c'est tout à fait faisable. Alors, pour expliquer schématiquement comment ça fonctionne, dans une situation normale, vous avez un utilisateur qui aimerait utiliser une motoneige et donc il peut communiquer directement avec le fournisseur de service en disant voilà, j'aimerais réserver quelque chose, ok, oui, vous devez payer à tel endroit, donnez-moi votre numéro de carte, etc. Vous pouvez faire l'échange, le paiement, etc. Et donc ils échangent entre l'utilisateur et le fournisseur de service. Ce qui se passe dans le cas du MAS, c'est que l'utilisateur envoie à l'application, rentre sur l'application une demande en disant voilà, j'aimerais partir de là où je suis et aller en haut de la montagne, mais je n'ai pas d'abonnement pour une motoneige, une voiture ou autre. Et donc, j'aimerais utiliser cette fois-ci une motoneige. Et l'application va alors faire des recherches dans les différentes options de trajet jusqu'à ce qu'elle trouve une motoneige disponible chez un opérateur. Et elle va dire au fournisseur, grâce aux spécificités du TOMP API, voilà, Monsieur X voudrait utiliser une de vos motoneiges aujourd'hui pour aller rendre visite à sa famille en haut de la montagne. Et il ne peut pas le faire autrement. Est-ce que vous avez une motoneige disponible? Le fournisseur va répondre au travers de l'application. Voilà, j'ai une motoneige disponible à telle heure, ça coûte autant de la louer et vous pouvez la réserver via l'application. Et donc voilà, l'avantage c'est que pour l'utilisateur, il va uniquement communiquer avec l'application et il va avoir le choix entre différentes possibilités. S'il y a plusieurs fournisseurs de motoneige, par exemple, il pourra choisir celui qu'il préfère selon les horaires, les tarifs, etc. Et donc, pour lui, au lieu de devoir faire la recherche de tous les opérateurs de motoneige, il devra juste passer par l'application pour avoir les informations et puis ensuite pour pouvoir faire sa réservation et ses paiements, etc. Donc, la mission du TOMP API, le groupe de travail TOMP a pour objectif de développer et de maintenir une norme ouverte, interopérable, régie au niveau international pour la communication technique entre les opérateurs de transport et les fournisseurs de masse. Et pour ce faire, il définit, améliore et aligne et diffuse la norme. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il crée le langage pour que les fournisseurs puissent parler directement à l'application et que les personnes qui sont intéressées puissent tout faire via une application. Donc, le TOMP API est composé de 6 piliers ou modules. Comme vous pouvez le voir sur la DIA, tout d'abord, il y a les informations sur l'opérateur, c'est-à-dire que vous pouvez expliquer, que l'opérateur peut expliquer
ce qu'il a à offrir et comment. Et ensuite, il y a la planification, qui est la partie où ils peuvent demander des solutions. On peut demander les différentes solutions possibles. Donc, comme je disais, le personnage juste avant qui cherche des solutions pour les différentes motoneiges, ben, il aurait pu avoir quelqu'un qui lui dit, voilà, il y a aussi l'option 4x4 pour aller en haut de la montagne, si vous voulez, par exemple. Et ensuite, si l'utilisateur a trouvé ce qu'il désirait parmi les différentes propositions, il peut passer à la phase de réservation de son trajet. Et puis après, il y a toute l'exécution du trajet qui elle, concerne l'utilisation réelle d'un mode et organisé de l'ouverture de la voiture ou de la moto au démarrage, à la pause ou à la fin de la course quand il a terminé. Et enfin, il y a les modules de paiement et de support qui portent bien leur nom, qui servent à ce dont ils sont nommés. Alors, il n'est pas nécessaire d'implémenter le Tomp API en une fois. Sa structure permet d'adopter une approche progressive. Vous pouvez commencer par implémenter la partie information et planification de l'opérateur. Pour ça, il suffit de connecter à l'interface numérique de eHubs. Et puis après, il peut y avoir, vous pouvez afficher ce dont vous avez besoin. C'est un avantage parce que du coup, vous n'avez pas besoin d'attendre que tout soit prêt dans votre région pour lancer l'interface. Vous pouvez commencer petit à petit et puis construire par-dessus par après. Donc ça, c'est une petite feuille de route du Tomp API pour grossièrement dire qu'il a démarré en mai 2019 et puis le projet eHubs s'est joint lors de la deuxième réunion. Ils en sont maintenant à la version 1.2, ce qui signifie qu'elle va pouvoir être utilisée dans un avenir proche. Et au début de l'année prochaine, une nouvelle version sera publiée. Dans cette nouvelle version, qui arrivera début 2022, elle sera compatible avec la version actuelle et elle offrira des nouvelles fonctionnalités comme l'intégration de solutions de mobilité à la demande, plus d'options auxiliaires qui permettront plus d'accessibilité, par exemple, et alors la prise en charge d'utilisateurs externes, par exemple des personnes qui n'auraient pas d'abonnement chez un fournisseur ou autre, qui pourront quand même utiliser l'application et les services. Donc, la norme Tomp API est prête. Elle est actuellement utilisée en différentes applications réelles dans de nombreux pays. Il est difficile de savoir exactement combien de personnes l'utilisent et l'ont testé parce que comme tout est en open source, tout le monde ne revient pas vers l'équipe pour dire qu'ils l'utilisent ou qu'ils font des tests avec, mais on estime à plus de 50 versions pour l'instant. Et alors, il y a d'autres choses peuvent être faites grâce au temps qui est libéré, comme la diffusion, la certification, etc., comme vous pouvez le voir sur la diapositive. Donc, vous avez déjà vu cette pyramide dans la présentation de Slaven, mais en gros, c'est pour résumer la différence entre Tomp API et CDSM. Donc, le CDSM, il est utile entre les gouvernements, villes et régions et les fournisseurs de mobilité partagée, tandis que le Tomp API, il sert à la communication, on va dire, entre le MAS et les utilisateurs de mobilité partagée, et les fournisseurs, pardon, de mobilité partagée. Et alors, il existe beaucoup d'autres normes dont je ne peux pas vous parler parce que je ne les connais absolument pas. Mais si vous voulez vous renseigner, il y a tous des noms qui sont ici. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intéressant dans tout ça, c'est de travailler avec chacune de ces normes pour faire en sorte d'avoir toutes les infos, etc. Et c'est ce que l'équipe qui travaille sur le Tomp API essaye de faire. Et du coup, voilà, si vous avez envie de plus d'informations, il y a tous ces sites qui vous permettent de les avoir. Ce que Tchal conseille le plus pour commencer, c'est le site du Tomp API en tant que tel. Et alors, pour le CDSM, il y a tout le site de police qui permet d'avoir toutes les informations nécessaires. Voilà pour moi. Si vous avez des questions autres par après, vous pouvez toujours contacter Tchal par mail.
il avait dit qu'il se ferait un plaisir de répondre. Merci Justine pour la présentation. Donc en effet, maintenant, on va passer aux questions-réponses. Donc mon collègue Yelton va traduire les questions que vous avez posées dans le chat à Gemma ou à Chal. Donc voilà, Yelton, je te laisse t'en occuper. Merci Sophie, bonjour à vous tous. Je suis donc Yelton Baguet, je travaille aussi comme Project Manager pour Impact. Et comme je suis la néerlandophone de l'équipe, c'est à moi donc de traduire vos questions, soit en néerlandais, soit en anglais, sans donc voir avec Gemma et Charles. Les premières questions qu'on a reçues, c'était surtout pour Gemma. Gemma, est-ce que c'est bon pour toi si je pose la question? Is it good for you, Gemma, if I ask this question in English, or do you prefer in Dutch? English is fine, thank you. English is fine. Okay, off we go. So the first question was from Ms. Caroline Courtois. How does the CDSM norm fit in the MMTIS and NAP guidelines? First of all, I want to thank you that you're making all the effort to translate everything in English and to also invite me for the meeting. So thank you all, Yasmin and also Slaven for making the translation. So my answer is that the technical standards or the privacy standards, because what we are at this moment doing, we are developing the standards according all the privacy, security and ethical laws and visions that we have in Europe. We're going to test it, and we're also going to try to compare it with other standards in the whole ecosystem in the mobility ecosystem. So we want to make sure that we want to work towards one European standard that fits a lot of cities. So we don't want to conquer, or we don't want to develop a new standard, but we want to redevelop the standards that are already existing in this ecosystem towards more grown-up standards that will easily be used by everyone. That can also mean that we sometimes combine different standards like MDS, GBFS, and also checking if other standards in organizations like NETEX could help us there. Is that an answer to your question? Sinon, est-ce que j'essaie de traduire en français? Si tu sais. Pardon? Si tu sais essayer de traduire, oui, pourquoi pas. Bon, mais ça va être plutôt en résumé. Mais donc, l'idée, c'est donc de tester les différentes normes, d'avoir un standard pour les différentes villes. C'est pas l'idée de mettre en place des systèmes qui sont à concurrence. C'est plutôt l'idée de redévelopper les standards qui existent pour qu'ils soient plus efficaces à utiliser. Voilà, je propose qu'on passe à la deuxième question qui est, en tout cas pour moi, moins technique, de Madame Margriet Grandjean. Wie is er precies het ontwikkelingsteam, Gemma? Hoeveel mensen en welke organisaties? Nederlands? Werkt dat beter? No, maybe in English for people who understand. Well, the development team of the CDSM consists of 5 cities and the Ministry of Infrastructure in the Netherlands, the 5 big cities. And we are working together with the transport operators that are having services in these cities, like the mopeds, the shared bikes, the shared car companies, and we try to work with them. We're doing the pilots to exchange the data.
We also joining Eurocities, and we are also presenting the standards and the vision that we have in the Polis network. And in Eurocities, we are working with a lot of other European cities that are also doing pilots with exchanging data. And we have a different proposition on privacy and security than other European cities have. And that makes that the level of aggregation to exchange data is a little bit higher and in the Netherlands to make sure that the privacy of the citizens will always be protected. And that is kind of a different vision that we have. Et donc, très vite en traduction résumée, il y a donc 5 villes et le ministère de l'Infrastructure des Pays-Bas qui sont impliqués dans ce projet. Aussi différents opérateurs de transport, par exemple les opérateurs de voitures de partage. Et Amsterdam a aussi rejoint Eurocities, donc il y a encore d'autres villes qui sont impliquées dans ce projet. Ils changent les données entre eux, mais la vision d'Amsterdam est un peu plus, disons, sévère au niveau des données qui concernent la vie privée. Ils font une agrégation qui est un peu plus élevée, un peu plus stricte, pour donc garantir tout ce qui est lié, pour ne pas pouvoir tracer les données liées à la vie privée. Voilà, je passe à la troisième question de Madame Marguerite Grandjean, et je pense que Monsieur Philippe Christ en a déjà partiellement répondu. So again for Gemma, what's the link with MDS? Is it a copy of a European version, and why don't you use that one? Yes, that is a really good question. We get that a lot. In the pilots that we have in the Netherlands for exchanging parked data, we are using parts of the MDS metrics, but the difference is not the technical standard, but actually the difference is that the privacy vision of the MDS differs from our privacy perspective. The MDS is based on the American GDPR, and our vision is the European GDPR, and that means that we are not allowed to exchange, for example, real-time trip data for every second. So that means that we have different aggregation level and different time rhythms in that kind of exchange of data. That doesn't mean that we might not can work together later on, but we also see that the MDS and the OMF are developing their vision and their privacy statements towards a more European vision. So I hope we can join forces, and everyone knows that maybe in the background we are already working together with the OMF, and we are also giving input to their documents, and we are also exchanging visions. So the meaning that we want with the CDSM is to co-work with all the standards that are existing there, and to work towards a European vision on exchanging micromobility data that really protects citizens enough. Ok, donc en résumé, donc ils utilisent une partie du matrix MDS. La différence est surtout liée aux protections des données privées. L'un système est réglé sous le système américain du RGPD, tandis que l'autre utilise surtout les cadres légaux européens. Par exemple, pour les données américaines, c'est possible de tracer les données en temps réel, et ça, ce n'est pas le cas pour les projets européens. Mais comme Gemma a dit, il y a des échanges de visions entre les différentes équipes, et ils espèrent pouvoir collaborer ensemble au futur.
Là, j'ai encore quelques petites questions. On a encore quelques minutes, donc je ne pense pas qu'on va pouvoir les répondre tous. Je ne sais pas s'il y a une question liée à la TOMP API. Oui, voilà. Donc, et on avait une question liée à la TOMP. Qu'est-ce que les îles MAS et l'écosystème de confiance? That's for what are îles MAS, MAS islands and the trust system. Thank you. Merci. Première, merci à Slaven, Sophie, Yalten et Justine pour organiser ça. C'était très bien. Et I enjoyed it really much to see everything in French, and that was super interesting. To answer this question, if you look at how mobility as a service is organized within, for example, the Netherlands or in Germany, is that every city creates their own MAS system. So you have a separate MAS system for Berlin, for Hamburg, or for Amsterdam and Utrecht, and they don't really communicate with each other. So each city you go to, you have to install a different app if you want to use certain mobility modes they offer. And what we mean with the MAS islands or the Île de MAS is all these different cities that don't connect. With the TOMP API, you can connect different MAS providers as well, so you don't need to install everything when you travel throughout the country or even cross-border. So that's what a MAS island is. And the ecosystem, the confiance. When talking to different parties within the field, the main thing to solve is trust. You can, at the TOMP API, we've developed the standard, which is technical, which solves everything on the technical side. But that does not mean you can implement it directly, because you need agreements between parties, you need contracts, you need to make everything work in a way so people trust the other party to use their asset in a good way. Therefore, we are thinking of ways on how to facilitate this and make this work better, and to maybe automate contracts and things like that, so you can build trust on that way. Do you mean with respect to the exchange of data, that contracts are being... because the TOMP API is actually about letting users that are not a customer of you directly use your assets, for example, your shared car or your shared bike, and you don't have a way to control them. You don't have a way to know the money is coming in. Therefore, you need a contract between you and, as a MAS provider, between the transit operator and the MAS provider to ensure there is, you can trust them to give it out. Okay, donc, très vite, en une minute. Chaque file a à ce moment son propre système de MAS. Il n'y a pas de communication entre ces systèmes, et les îles dont on fait référence, c'est que ces différentes îles soient connectées via le système du TOMP API, mais pour pouvoir faire ça, il faut une sorte d'écosystème de confiance, il faut donc des contrats, des agreements, comme Charles disait, pour pouvoir faciliter ces échanges de données. Merci Gemma, merci Chal pour vos réponses à ces questions. Merci Yelton d'avoir fait l'intermédiaire pour nous. Voilà, il est déjà 15 h, donc notre webinaire va s'achever ici, mais je vous remercie pour votre attention, et vous recevrez par email de toute façon un replay de ce webinaire, ainsi que les PowerPoint des différentes présentations. Et je pense que si vous avez encore des questions, vous pouvez sans problème envoyer un mail à Chal ou à Gemma, qui se feront un plaisir de vous répondre si vous voulez aller plus loin. Donc un grand merci à tous, et portez-vous bien. Au revoir.